Breaking news sur le plateau des cafés stratégiques du Paris Defense and Strategy Forum. On abandonne quelques instants les deux chefs d'état-major de l'armée de terre de France et de Belgique pour accueillir Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour, merci pour votre accueil. Merci de passer sur le plateau des cafés stratégiques. Alors, évidemment, une première question qui s'impose, pourquoi ce forum en ce moment ? Alors, je crois qu'on est en train de reconquérir justement notre rayonnement stratégique en termes de pensée stratégique. Ça, c'est une réalité. C'était une des grandes missions que Benoît Durieux a reçues avec la construction d'Academ. Faire revivre l'école militaire comme un endroit de rencontre, non seulement avec des diplomates, des militaires évidemment, mais aussi des think tanks de toute nationalité avec nos différents alliés. Et on le voit bien, il y a d'autres grandes places dans le monde qui s'installent en matière de réflexion stratégique. Faut nous reconnaître quelques années parfois où on a un peu été en retrait, on va dire. Et désormais, il y a un temps de reconquête. Il est important. Il permet aussi d'expliquer comment fonctionne notre système de sécurité et de défense, de nous poser des questions sur nos alliances, sur nos modèles d'armée. On parle beaucoup d'hybridité, de dualité. On ne peut pas ne pas avoir des débats sur les objets civils détournés à des fins militaires, sur la part des nouvelles technologies, sur la manière dont on construit nos systèmes de défense. Et moi, je l'ai ressenti lorsqu'on a construit la loi de programmation militaire il y a de cela maintenant 1 an. On a parfois manqué justement de cette profondeur de réflexion. On disait qu'il faut faire des livres blancs. Enfin, très objectivement, on en a fait beaucoup. Les derniers livres blancs n'avaient pas du tout le niveau d'épaisseur, no offense dans ce que je dis, de la qualité de ce qui peut ressortir de journées comme celle-ci. Et moi, je me réjouis qu'à la française, nous sommes en train de réinventer aussi un moment de réflexion et de partage. Alors, le thème de ces premières journées de Paris Defense and Strategy Forum, c'est l'Europe à la croisée des chemins. Est-ce que c'est le bon moment de réfléchir un peu à ce que va devenir l'Europe, ce que l'Europe peut devenir? Oui, alors déjà, termes de défense, bien sûr. Parce qu'il y a des élections européennes, j'en dis pas plus ici, mais enfin, c'est quand même au moment où nos concitoyens dans tous les pays de l'Union européenne vont devoir s'exprimer qu'il faut évidemment se poser des questions, que cette année d'élection européenne est une année d'élection américaine. Or, on le voit bien, il y a toujours eu cette croisée des chemins dans la sécurité de l'Europe et son architecture de sécurité avec une intégration atlantiste et donc aussi un rapport avec Washington. Et ça, nous, évidemment, avec notre histoire gaulo-militaire, en quelque sorte, on a des particularités à faire valoir. Évidemment, la question de l'articulation donc entre l'Union européenne et l'OTAN. Au moment où on parle d'économie de guerre, on parle de capacité industrielle. On voit bien que la communautarisation, pour le coup, des politiques publiques économiques, le droit du travail, le marché commun, évidemment, c'est une des questions importantes que l'on va avoir à traiter dans les semaines qui viennent sur comment on arrive à se donner les moyens que notre industrie de défense européenne arrive davantage à occuper sa place et à produire. Donc plein de sujets très différents, mais qui font de Paris aussi le bon endroit pour se poser ces questions. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, dès septembre 2017, par son discours de la Sorbonne, a développé l'idée d'une stratégie, d'une autonomie, d'une souveraineté européenne. Alors, on est en 2024, il s'est écoulé cette année. Est-ce que vous avez l'impression que cette idée d'autonomie, de stratégie, de souveraineté européenne, elle commence à infuser, par exemple, auprès de vos homologues européens? Objectivement, trop lentement. Il aura fallu l'Ukraine. Il aura fallu les déclarations de l'ancien président américain candidat à l'élection présidentielle Trump pour dire que l'article 5 de l'OTAN ne fonctionnera pas forcément, pour que tout le monde tout d'un coup se réveille en disant bah oui, au fond, si on n'a plus l'oncle Sam, mais si on n'a plus cette relation transatlantique qui fonctionne, comment on assume notre architecture de sécurité pour nous-mêmes? Et ça, on voit bien que pour le coup, plus vous allez dans des capitales européennes qui sont proches de l'Ukraine, dans des puissances qui par définition ne sont pas des puissances nucléaires, plus littéralement il y a une inquiétude, pour ne pas dire une peur, parmi les élites, dans les parlements, évidemment dans les opinions publiques, en se disant mais comment on assume notre posture de dissuasion et de défense? Et c'est là où nous, évidemment, on a ce rôle à jouer, parce que nous sommes, par aussi les efforts importants pour la reconstruction de notre appareil militaire. Reconstruction, le mot peut-être un peu excessif, enfin, en tout cas, cette remontée en puissance, elle est très importante parce que d'une culture de corps expéditionnaire en Afrique, de lutte antiterroriste, on voit bien qu'on revient de nouveau dans une ambiance de type guerre froide. Et donc, ça repose des questions que l'histoire nous a déjà données, mais aussi avec des particularités nouvelles. Et ces 2 journées, vous le voyez, là je suis allé voir justement sur un certain nombre de wargames, le manuel du jeu de guerre, avec des situations très opérationnelles, au Proche et au Moyen-Orient. Il n'y a pas que l'Ukraine, évidemment ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en mer Rouge, ce qui se passe au Liban. La question que pose Téhéran est un sujet évidemment majeur pour nous Européens, donc on n'a pas
que l'axe ukrainien-Russie à regarder. On a évidemment aussi des enjeux de sécurité de par le sud. Et vous le voyez bien, l'ensemble des entretiens qui ont eu lieu ici depuis hier, tous les retours que j'ai, ça fonctionne tout simplement aussi parce qu'on traite sans démagogie et sans filtre de tous les cas de figure possibles tels que le monde nous les donne. Alors vous avez évoqué 2 élections, l'élection européenne du 9 juin, elle sera évidemment importante pour tous les Européens, mais peut-être que l'élection la plus importante, c'est l'élection de novembre, celle des États-Unis, avec éventuellement le retour de Donald Trump aux affaires. Alors qu'est-ce qui se passerait d'un point de vue européen, d'un point de vue de défense européenne, si Donald Trump était réélu, sachant qu'on sait bien qu'il n'est pas très voilà, il a remis en cause l'existence même de l'OTAN, ce qui ne veut pas dire qu'elle va disparaître du jour au lendemain. Alors, mais quelle est votre réflexion? Des 2 élections, il y en a une dans laquelle vous êtes inscrit sur la liste électorale et vous pouvez aller voter, non. Et l'autre non. Non, je le dis parce que c'est le début du commencement de la souveraineté, c'est de prendre sa responsabilité, évidemment, comme citoyen. Bon, c'est pas un cas de figure complètement nouveau, la question du repli américain. Il y a eu des grandes heures avant même que l'OTAN n'existe, avant la Première Guerre mondiale, où les États-Unis d'Amérique ont toujours connu des moments de grand repli sur eux-mêmes. Et en cela, d'ailleurs, même les 2 mandats de Barack Obama ont un peu témoigné de cela. Ce n'est pas Trump, mais la décision de quitter l'Afghanistan très brutalement, à coup sûr, et vous le voyez bien, les différents penseurs, les différents chercheurs le documentent aujourd'hui, a donné quand même un signal stratégique plutôt de permissivité, on va le dire comme ça. Et je cite toujours le même exemple, donc pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu 30 fois dans ma bouche, mais ce sont les conversations de Perfit après un conseil des ministres avec le général de Gaulle, où le général de Gaulle est très dur lors d'un conseil des ministres avec les Américains, et justement très dur aussi avec les Allemands, en disant mais pourquoi nos amis allemands, de l'Ouest à l'époque, RFA, s'en remettent à ce point à Washington? C'est une évidence qu'en cas de coup dur, les Américains ne pourront pas prendre un risque vital pour eux-mêmes pour défendre l'Europe. Perfit lui dit, en général, quand même, vous êtes dur. Enfin, le 6 juin, quand même, ce que nos alliés nous ont apporté pour libérer le continent européen. Et De Gaulle de répliquer à Perfit en disant, mais le 6 juin 1944, les Américains n'ont pas pris de risque vital pour eux-mêmes. Et il a donc toute une démonstration très dure qui nous montre bien, on est en 1960-1961, la France n'est pas encore une puissance nucléaire, on se rappelle du discours de août 61 sur la construction du mur de Berlin. Bref, tout ça pour dire que cette question de la relation sécuritaire entre l'ensemble du plateau continental européen et Washington n'est pas une question nouvelle, elle est ancienne. Je rajoute un mot, évidemment Brexit. Qui nous pose évidemment la question de la relation que nous devons avoir, nous Français, avec le Royaume de Grande-Bretagne. Et ça, c'est un des dossiers, des relations en tout cas sur lesquelles je m'investis beaucoup depuis 2 ans, parce que même s'il y a eu ce Brexit, il se trouve que l'armée britannique est une armée jumelle à bien des égards, une culture de force spéciale, une culture outre-mer qui ne s'exprime pas complètement de la même manière entre le Commonwealth et évidemment nos propres organisations, une puissance nucléaire, une puissance maritime. Donc il se trouve aussi qu'on a ce défi franco-britannique où post-Brexit, garder un agenda de sécurité, de complicité, d'intimité stratégique importante entre Paris et Londres, c'est absolument clé, y compris parce qu'on partage un certain nombre d'intérêts de défense. MBDA, l'entreprise qui fait l'actualité en ce moment sur l'économie de guerre et la production de missiles, c'est un axe entre Rome, Paris, mais aussi Londres. Merci Monsieur le Ministre, on a compris que la défense européenne, ça va bien au-delà de l'Union européenne, avec évidemment l'intégration du Royaume-Uni. On doit réfléchir de manière géographique. La géographie a toujours raison, l'histoire a parfois tort, mais la géographie a toujours raison. Merci pour votre passage au Café Stratégique de ce premier Paris Défense en Strategy Forum. Merci. Merci pour votre accueil.